Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre Jean-Christophe, volume 4. Par Romain Roland. Le buisson ardent. Première partie. Calme du cœur. Les vents suspendus. L'air immobile. Christophe était tranquille, la paix était en lui. Il éprouvait quelque fierté de l'avoir conquise. Et secrètement, il en était contrit. Il s'étonnait du silence. Ses passions étaient endormies, il croyait de bonne foi qu'elles ne se réveilleraient plus. Sa grande force un peu brutale s'assoupissait sans objet désœuvré. Au fond, un vide secret, un à quoi bon, caché, peut-être le sentiment du bonheur qu'il n'avait pas su saisir. Il n'avait plus assez à lutter ni contre soi, ni contre les autres. Il n'avait plus assez de peine, même à travailler. Il était arrivé au terme d'une étape, il bénéficiait de la somme de ses efforts antérieurs, il épuisait trop aisément la veine musicale qu'il avait ouverte, et tandis que le public, naturellement en retard, découvrait et admirait ses œuvres passées, lui, s'en détachait, sans savoir encore s'il irait plus avant. Il jouissait dans la création d'un bonheur uniforme. L'art n'était plus pour lui, à cet instant de sa vie, qu'un bel instrument, dont il jouait en virtuose. Il se sentait avec honte devenir dilettante. Il faut, disait Ibsen, pour persévérer dans l'art, autre chose et plus qu'un génie naturel, des passions, des douleurs qui remplissent la vie et lui donnent un sens. Sinon, l'on ne crée pas, on écrit des livres. Christophe écrivait des livres. Il n'y était pas habitué. Ses livres étaient beaux. Il les eût préférés moins beaux et plus vivants. Cet athlète au repos, qui ne savait que faire de ses muscles, regardait, avec le bâillement d'un fauve qui s'ennuie, les années de tranquille travail qui l'attendaient. Et comme avec son vieux fond d'optimisme germanique, il se persuadait volontiers que tout était pour le mieux, il pensait que c'était là sans doute le terme inévitable, il se flattait d'être sorti de la tourmente, d'être devenu son maître. Ce n'était pas beaucoup dire. Enfin, on règne sur ce qu'on a, on est ce qu'on peut être. Il se croyait arrivé au port. Les deux amis n'habitaient pas ensemble. Quand Jacqueline était partie, Christophe avait pensé qu'Olivier reviendrait s'installer chez lui. Mais Olivier ne le pouvait point. Malgré le besoin qu'il avait de se rapprocher de Christophe, il sentait l'impossibilité de reprendre avec lui l'existence d'autrefois. Après les années passées avec Jacqueline, il lui eût semblé intolérable, et même sacrilège, d'introduire un autre dans l'intimité de sa vie. Cet autre l'aima-t-il mieux, et fut-il mieux aimé de lui que Jacqueline? Cela ne se raisonne pas. Christophe avait eu peine à comprendre. Il revenait à la charge, il s'étonnait, il s'attristait, il s'indignait. Puis, son instinct, supérieur à son intelligence, l'avertit. Brusquement, il se tut, et trouva qu'Olivier avait raison. Mais ils se voyaient chaque jour, et jamais ils n'avaient été plus unis. Peut-être n'échangeaient-ils pas dans leurs entretiens les pensées les plus intimes. Ils n'en avaient pas besoin. L'échange se faisait sans parole, par la grâce des cœurs aimants. Tous deux causaient peu, absorbés, l'un dans son art et l'autre dans ses souvenirs. La peine d'Olivier s'atténuait, mais il ne faisait rien pour cela, il s'y complaisait presque, ce fut pendant longtemps sa seule raison de vivre. Il aimait son enfant, mais son enfant, un bébé vagissant, ne pouvait tenir grand place dans sa vie. Il y a des hommes qui sont plus amants que pères. Il ne servirait à rien de s'en scandaliser. La nature n'est pas uniforme, et il serait absurde de vouloir imposer à tous les mêmes lois du cœur. Nul n'a le droit de sacrifier ses devoirs à son cœur. Du moins, faut-il reconnaître au cœur le droit de n'être pas heureux, en faisant son devoir. Ce qu'Olivier aimait le plus en son enfant, c'était celle dont son enfant était la chair. Jusqu'à ces derniers temps, il avait prêté peu d'attention aux souffrances des autres.
Il était un intellectuel, qui vit trop enfermé en soi. Ce n'était pas égoïsme, c'était habitude maladive du rêve. Jacqueline avait encore élargi le vide autour de lui. Son amour avait tracé entre Olivier et le reste des hommes, un cercle magique, qui persistait, après que l'amour n'était plus. Et puis, il était de tempérament, un aristocrate. Depuis l'enfance, en dépit de son cœur tendre, il s'était tenu éloigné de la foule, par une délicatesse instinctive de corps et d'âme. L'odeur et les pensées publiques lui répugnaient. Mais tout avait changé, à la suite d'un fait divers banal, dont il venait d'être le témoin. Il avait loué un appartement très modeste, dans le Haut-Montrouge, non loin de Christophe et de Cécile. Le quartier était populaire, la maison habitée par de petits rentiers, des employés, et quelques ménages ouvriers. En un autre temps, il eût souffert de ce milieu où il se trouvait un étranger, mais en ce moment, peu lui importait ici ou là, il se trouvait partout un étranger. Il ne savait pas qui il avait pour voisin, et il ne voulait pas le savoir. Quand il revenait du travail, il avait pris un emploi dans une maison d'édition, il s'enfermait avec ses souvenirs, et il n'en sortait que pour aller voir son enfant et Christophe. Son logement n'était pas le foyer, c'était la chambre noire où se fixent les images du passé. Plus elle était noire et nue, plus nettement les images ressortaient. À peine remarquait-il les figures qu'il croisait sur l'escalier. À son insu pourtant, certaines se fixaient en lui. Il est des esprits qui ne voient bien les choses qu'après qu'elles sont passées. Mais alors, rien ne leur échappe, les moindres détails sont gravés au burin. Tel était Olivier, peuplé d'ombres des vivants. Au choc d'une émotion, elles surgissaient, et Olivier les reconnaissait sans les avoir connues, parfois tendait les mains pour les saisir. Trop tard. Un jour, en sortant, il vit un rassemblement devant la porte de sa maison, autour de la concierge qui pérorait. Il était si peu curieux, qu'il eût continué son chemin sans s'informer, mais la concierge, désireuse de recruter un auditeur de plus, l'arrêta, lui demandant s'il savait ce qui était arrivé à ces pauvres Roussel. Olivier ne savait même pas qui étaient ces pauvres Roussel, et il prêta l'oreille, avec une indifférence polie. Quand il apprit qu'une famille d'ouvriers, père, mère et 5 enfants, venait de se suicider de misère dans sa maison, il resta comme les autres à regarder les murs, en écoutant la narratrice, qui ne se lassait pas de recommencer l'histoire. À mesure qu'elle parlait, des souvenirs lui revenaient, il s'apercevait qu'il avait vu ces gens, il posa des questions. Oui, il les reconnaissait, l'homme, il entendait sa respiration sifflante dans l'escalier, un ouvrier boulanger, au teint blême, le sang bu par la chaleur du four, les joues creuses, mal rasées, atteint d'une pneumonie au commencement de l'hiver, il s'était remis à la tâche, insuffisamment guéri, une rechute était survenue. Depuis 3 semaines, il était sans travail et sans force. La femme, traînant d'incessantes grossesses, percluse de rhumatisme, s'épuisait à faire quelques ménages, passait les journées en course, pour tâcher d'obtenir de l'assistance publique de maigres secours qui ne se pressaient pas de venir. En attendant, les enfants venaient, et il ne se lassait point. 11 ans, 7 ans, 3 ans, sans compter 2 autres qu'on avait perdus sur la route, et pour achever, 2 jumeaux qui avaient bien choisi le moment pour faire leur apparition. Ils étaient nés, le mois passé. Le jour de leur naissance, racontait une voisine, l'aînée des 5, la petite de 11 ans, Justine pauvre gosse, s'est mise à sangloter, demandant comment elle viendrait à bout de les porter tous les 2. Olivier revit sur-le-champ l'image de la fillette, un front volumineux, des cheveux pâles tirés en arrière, les yeux gris troubles, à fleur de tête. On la rencontrait toujours portant les provisions, ou la sœur plus petite, ou bien elle tenait par la main le frère de 7 ans, un garçon chétif, au minois fin, qui avait un œil perdu. Quand ils se croisaient dans l'escalier, Olivier disait, avec sa politesse distraite: « Pardon, mademoiselle. » Elle ne disait rien, elle passait, raide, s'effaçant à peine,
mais cette courtoisie illusoire lui faisait un secret plaisir. La veille au soir, à 6 heures en descendant, il l'avait rencontrée pour la dernière fois, elle montait un seau de charbon de bois. La charge semblait bien lourde. Mais c'est chose naturelle, pour les enfants du peuple. Olivier avait salué, comme d'habitude, sans regarder. Quelques marches plus bas, levant machinalement la tête, il avait vu pencher sur le palier, la petite figure crispée, qui le regardait descendre. Elle avait aussitôt repris sa montée. Savait-elle où cette montée la menait? Olivier n'en doutait pas, et il était obsédé par la pensée de cet enfant, qui portait dans son seau trop lourd la mort, la délivrance. Les malheureux petits, pour qui ne plus être, voulait dire ne plus souffrir. Il ne put continuer sa promenade. Il rentra dans sa chambre. Mais là, savoir ses morts près de lui. Quelques cloisons l'en séparaient. Penser qu'il avait vécu à côté de ses angoisses. Il alla voir Christophe. Il avait le cœur serré. Il se disait qu'il est monstrueux de s'absorber comme il avait fait, dans de vains regrets d'amour, lorsque tant d'êtres souffraient de malheurs 1000 fois pires, et qu'on pouvait les sauver. Son émotion était profonde. Elle n'eut pas de peine à se communiquer. Christophe fut remué à son tour. Au récit d'Olivier, il déchira la page qu'il venait d'écrire, se traitant d'égoïste qui s'amuse à des jeux d'enfants. Mais ensuite, il ramassa les morceaux déchirés. Il était trop pris par sa musique, et son instinct lui disait qu'une œuvre d'art de moins ne ferait pas un heureux de plus. Cette tragédie de la misère n'était pour lui rien de nouveau. Depuis l'enfance, il était habitué à marcher sur le bord de tels abîmes, et à n'y pas tomber. Même, il était sévère pour le suicide, à ce moment de sa vie où il se sentait en pleine force, et ne concevait pas qu'on pût, pour quelque souffrance que ce fût, renoncer à la lutte. La souffrance et la lutte, qu'y a-t-il de plus normal? C'est l'échine de l'univers. Olivier avait aussi passé par des épreuves semblables, mais jamais il n'avait pu en prendre son parti, ni pour lui, ni pour les autres. Il avait l'horreur de cette misère, où la vie de sa chère Antoinette s'était consumée. Après qu'il avait épousé Jacqueline, quand il s'était laissé amollir par la richesse et par l'amour, il avait eu hâte d'écarter le souvenir des tristes années, où sa sœur et lui s'épuisaient à gagner, chaque jour, leur droit à vivre le lendemain, sans savoir s'il y réussirait. Ces images reparaissaient, à présent qu'il n'avait plus son égoïsme d'amour à sauvegarder. Au lieu de fuir le visage de la souffrance, il se mit à sa recherche. Il n'avait pas beaucoup de chemin à faire pour la trouver. Dans son état d'esprit, il devait la voir partout. Elle remplissait le monde. Le monde, cet hôpital. Aux douleurs, agonie. Torture de chair blessée, pantelante qui pourrit vivante. Supplice silencieux des cœurs que le chagrin consume. Enfants privés de tendresse, filles privées d'espoir, femmes séduites et trahies, hommes déçus dans leurs amitiés, leurs amours et leur foi, lamentable cortège des malheureux que la vie a meurtris. Le plus atroce n'est pas la misère et la maladie, c'est la cruauté des hommes, les uns envers les autres. À peine Olivier eut-il levé la trappe qui fermait l'enfer humain que monta vers lui la clameur de tous les opprimés, prolétaires exploités, peuples persécutés, l'Arménie massacrée, la Finlande étouffée, la Pologne écartelée, la Russie martyrisée, l'Afrique livrée en curée aux loups européens, les misérables de tout le genre humain. Il en fut suffoqué, il l'entendait partout, il ne pouvait plus concevoir qu'on pensât à autre chose. Il en parlait sans cesse à Christophe. Christophe, troublé, disait « Tais-toi, laisse-moi travailler. » Et comme il avait peine à reprendre son équilibre, il s'irritait, jurait. « Au diable! Ma journée est perdue. Te voilà bien avancé. » Olivier s'excusait. « Mon petit, disait Christophe, il ne faut pas toujours regarder dans le gouffre. On ne peut plus vivre. Il faut tendre la main à ceux qui sont dans le gouffre. Sans doute. Mais comment ?
En nous y jetant aussi, car c'est cela que tu veux. Tu as une propension à ne plus voir dans la vie que ce qu'elle a de triste. Que le bon Dieu te bénisse. Ce pessimisme est charitable, assurément, mais il est déprimant. Veux-tu faire du bonheur? D'abord, sois heureux. Heureux. Comment peut-on avoir le cœur de l'être quand on voit tant de souffrances? Il ne peut y avoir de bonheur qu'à tâcher de les diminuer. Fort bien. Mais ce n'est pas en allant me battre à tort et à travers que j'aiderai les malheureux. Un mauvais soldat de plus, ce n'est guère. Mais je puis consoler par mon art, répandre la force et la joie. Sais-tu combien de misérables ont été soutenus dans leur peine par la beauté d'une chanson ailée? À chacun son métier. Vous autres de France, en généreux hurluberlus, vous êtes toujours les premiers à manifester contre toutes les injustices, d'Espagne ou de Russie, sans savoir au juste de quoi il s'agit. Je vous aime pour cela. Mais croyez-vous que vous avanciez les choses? Vous vous y jetez en brouillon, et le résultat est nul, quand il n'est pas pire. Et vois, jamais votre art n'a été plus fade qu'en ce temps où vos artistes prétendent se mêler à l'action universelle. Étrange, que tant de petits maîtres dilettantes et roués s'érigent en apôtres. Il ferait beaucoup mieux de verser à leur peuple un vin moins frelaté. Mon premier devoir, c'est de faire bien ce que je fais, et de vous fabriquer une musique saine, qui vous redonne du sang et met en vous du soleil. Pour répandre le soleil sur les autres, il faut l'avoir en soi. Olivier en manquait. Comme les meilleurs d'aujourd'hui, il n'était pas assez fort pour rayonner la force, à lui tout seul. Il ne l'aurait pu qu'en s'unissant avec d'autres. Mais avec qui s'unir? Libre d'esprit et religieux de cœur, il était rejeté de tous les partis politiques et religieux. Ils rivalisaient tous entre eux, d'intolérance et d'étroitesse. Dès qu'ils avaient le pouvoir, c'était pour en abuser. Seuls, les opprimés attiraient Olivier. En ceci du moins il partageait l'opinion de Christophe, qu'avant de combattre les injustices lointaines, on doit combattre les injustices prochaines, celles qui nous entourent, et dont nous sommes plus ou moins responsables. Trop de gens se contentent, en protestant contre le mal commis par d'autres, sans songer à celui qu'ils font. Il s'occupa d'abord d'assistance aux pauvres. Son amie, Madame Arnaud, faisait partie d'une œuvre charitable. Olivier s'y fit admettre. Dans les premiers temps, il eut plus d'un mécompte. Les pauvres dont il dut se charger n'étaient pas tous dignes d'intérêt, ou il répondait mal à sa sympathie, il se méfiait de lui, il lui restait fermé. D'ailleurs, un intellectuel a peine à se satisfaire de la charité toute simple, elle arrose une si petite province du pays de misère. Son action est presque toujours morcelée, fragmentaire, elle semble aller au hasard, et panser les blessures, au fur et à mesure qu'elle en découvre. Elle est en général, trop modeste et trop pressée pour s'aventurer jusqu'aux racines du mal. Or, c'est là une recherche dont l'esprit d'Olivier ne pouvait se passer. Il se mit à étudier le problème de la misère sociale. Il ne manquait point de guide. En ce temps, la question sociale était devenue une question de société. On en parlait dans les salons, dans les romans, au théâtre. Chacun avait la prétention de la connaître. Une partie de la jeunesse y dépensait le meilleur de ses forces. À toute génération nouvelle, il faut une belle folie. Même les plus égoïstes parmi les jeunes gens ont un trop-plein de vie, un capital d'énergie qui ne veut point rester improductif. Ils cherchent à le dépenser dans une action, ou, plus prudemment, dans une théorie. Aviation ou révolution. Le sport des muscles ou celui des idées. On a besoin, quand on est jeune, de se donner l'illusion qu'on participe à un grand mouvement de l'humanité, qu'on renouvelle le monde. On a des sens qui vibrent à tous les souffles de l'univers. On est si libre et si léger. On ne s'est pas encore chargé du lest d'une famille, on n'a rien, on ne risque guère. On est bien généreux, quand on peut renoncer à ce qu'on ne tient pas encore. Et puis,
Il est si bon d'aimer et de haïr, et de croire qu'on transforme la terre avec des rêves et des cris. Les jeunes gens sont comme des chiens aux écoutes, ils frémissent et ils aboient au vent. Une injustice commise, à l'autre bout du monde, les faisait délirer. Aboiement dans la nuit. D'une ferme à l'autre, au milieu des grands bois, ils se répondaient sans répit. La nuit était agitée. Il n'était pas facile de dormir en ce temps-là. Le vent charriait dans l'air l'écho de tant d'injustices. L'injustice est innombrable. Pour remédier à l'une, on risque d'en causer d'autres. Qu'est-ce que l'injustice? Pour l'un, c'est la paix honteuse, la patrie démembrée. Pour l'autre, c'est la guerre. Pour celui-ci, c'est le passé détruit, c'est le prince banni. Pour celui-là, c'est l'Église spoliée. Pour ce troisième, c'est l'avenir étouffé, la liberté en danger. Pour le peuple, c'est l'inégalité, et pour l'élite, c'est l'égalité. Il y a tant d'injustices différentes que chaque époque choisit la sienne, celle qu'elle combat, et celle qu'elle favorise. À ce moment, le plus gros des efforts du monde était tourné contre les injustices sociales, et visait inconsciemment à en préparer de nouvelles. Certes, ces injustices étaient lourdes et s'étalaient aux yeux, depuis que la classe ouvrière, croissant en nombre et en puissance, était devenue un des rouages essentiels de l'État. Mais en dépit des déclamations de ces tribuns et de ces bardes, la situation de cette classe n'était pas pire, elle était meilleure qu'elle n'avait été dans le passé, et le changement ne venait pas de ce qu'elle souffrait plus, mais de ce qu'elle était plus forte. Plus forte, par la force même du capital ennemi, par la fatalité du développement économique et industriel, qui avait rassemblé ces travailleurs en armée prête au combat, et par le machinisme, leur avait mis les armes à la main, avait fait de chaque contremaître un maître qui commandait à la lumière, à la foudre, à l'énergie du monde. De cette masse énorme de forces élémentaires, que des chefs depuis peu tâchaient d'organiser, se dégageait une chaleur de brasier, des ondes électriques, qui parcouraient le corps de la société humaine. Ce n'était pas par sa justice, ou par la nouveauté et la force de ses idées, que la cause de ce peuple remuait la bourgeoisie intelligente, bien qu'ils voulussent le croire. C'était par sa vitalité. Sa justice? 1000 autres justices étaient violées dans le monde, sans que le monde s'en émût. Ses idées? Des lambeaux de vérité, ramassés çà et là, ajustés à la taille d'une classe, aux dépens des autres classes. Des credos absurdes, comme tous les credos, droit divin des rois. Infaillibilité des papes, règne du prolétariat, suffrage universel, égalité des hommes, pareillement absurde, si l'on ne considère que leur valeur de raison, et non la force qui les anime. Qu'importait leur médiocrité, les idées ne conquièrent pas le monde, en tant qu'idées, mais en tant que force. Elles ne prennent pas les hommes par leur contenu intellectuel, mais par le rayonnement vital, qui, à certaines heures de l'histoire, s'en dégage. On dirait un fumet qui monte, les odorats les plus grossiers en sont saisis. La plus sublime idée restera sans effet, jusqu'au jour où elle devient contagieuse, non par ses propres mérites, mais par ceux des groupes humains qui l'incarnent et lui transfusent leur sang. Alors la plante desséchée, la rose de Jéricho, soudainement fleurit, grandit, remplit l'air de son arôme violent. Ces pensées, dont l'éclatant drapeau menait les classes ouvrières à l'assaut de la citadelle bourgeoise, étaient sorties du cerveau de rêveurs bourgeois. Tant qu'elles étaient restées dans les livres des bourgeois, elles étaient comme mortes, des objets de musée, des momies emmaillotées dans des vitrines, que personne ne regarde. Mais aussitôt que le peuple s'en était emparé, il les avait faites peuple, il y avait ajouté sa réalité fiévreuse, qui les déformait, et qui les animait, soufflant dans ses raisons abstraites ses espoirs hallucinés, un vent brûlant d'égir. Elles se propageaient de l'un à l'autre. On en était touché, sans savoir ni par qui, ni comment elles avaient été apportées. Les personnes ne comptaient guère. L'épidémie morale continuait de s'étendre, et il se pouvait que des êtres bornés la communiquassent à des êtres d'élite. Chacun en était porteur, à son insu.
Ces phénomènes de contagion intellectuelle sont de tout temps et de tout pays, ils se font sentir même dans les États aristocratiques, où tâchent de se maintenir des castes fermées. Mais nulle part, ils ne sont plus foudroyants que dans les démocraties, qui ne conservent aucune barrière sanitaire entre l'élite et la foule. Celle-là est aussitôt contaminée. En dépit de son orgueil et de son intelligence, elle ne peut résister à la contagion, car elle est bien plus faible qu'elle ne pense. L'intelligence est un îlot, que les marées humaines rongent, effritent et recouvrent. Elle n'émerge de nouveau, que quand le flux se retire. On admire l'abnégation des privilégiés français qui abdiquèrent leurs droits, dans la nuit du 4 août. Ce qui est le plus admirable sans doute, c'est qu'ils n'ont pu faire autrement. J'imagine que bon nombre d'entre eux, rentrés dans leur hôtel, se sont dit « Qu'ai-je fait ? J'étais ivre !» La magnifique ivresse. Loué soit le bon vin, et la vigne qui le donne. La vigne, dont le sang enivra les privilégiés de la vieille France, ce n'étaient pas eux qui l'avaient plantée. Le vin était tiré, il n'y avait plus qu'à le boire. Qui le buvait, délirait. Même ceux qui ne buvaient point avaient le vertige, rien qu'à humer en passant l'odeur de la cuvée. Vendange de la Révolution. Du vin de 89, il ne reste plus à présent, dans des celliers de famille, que quelques bouteilles éventées, mais les enfants de nos petits-enfants se souviendront que leurs arrière-grands-pères en eurent la tête tournée. C'était un vin plus âpre, mais non moins fort, qui montait au cerveau des jeunes bourgeois de la génération d'Olivier. Ils offraient leur classe en sacrifice au Dieu nouveau, Deo ignoto, le peuple. Certes, ils n'étaient pas tous également sincères. Beaucoup ne voyaient là qu'une occasion de se distinguer de leur classe, en affectant de la mépriser. Pour la plupart, c'était un passe-temps intellectuel, un entraînement oratoire, qu'ils ne prenaient pas tout à fait au sérieux. Il y a plaisir à croire que l'on croit à une cause, que l'on se bat pour elle, ou bien que l'on se battra, du moins, qu'on pourrait se battre. Il n'est même pas mauvais de penser que l'on risque quelque chose. Émotions de théâtre. Elles sont bien innocentes, quand on s'y livre naïvement, sans qu'il s'y mêle de calculs intéressés. Mais d'autres, plus avisés, ne jouaient qu'à bon escient. Le mouvement populaire leur était un moyen d'arriver. Tels les pirates Norsemans, ils profitaient de la mer montante pour lancer leurs barques à l'intérieur des terres, ils comptaient pénétrer au fond des grands estuaires, et rester agrippés aux villes conquises, tandis que la mer se retire. La passe était étroite, et le flot capricieux, il fallait être habile. Mais 2 ou 3 générations de démagogie ont formé une race de corsaires, pour qui le métier n'a plus de secret. Ils passaient hardiment, et n'avaient même pas un regard pour ceux qui sombraient. Cette canaille-là est de tous les partis. Grâce à Dieu, aucun parti n'en est responsable. Mais le dégoût que ces aventuriers inspiraient aux sincères et aux convaincus, avait conduit certains à désespérer de leur classe. Olivier voyait de jeunes bourgeois riches et instruits, qui avaient le sentiment de la déchéance de la bourgeoisie, et de leur inutilité. Il n'avait que trop de penchant à sympathiser avec eux. Après avoir cru d'abord à la rénovation du peuple par l'élite, après avoir fondé des universités populaires, et y avoir dépensé beaucoup de temps et d'argent, ils avaient constaté l'échec de leurs efforts. L'espoir avait été excessif. Le découragement l'était aussi. Le peuple n'était pas venu à leur appel, où il s'était sauvé. Et quand il venait, il entendait tout de travers. Il ne prenait de la culture bourgeoise que les vices. Enfin, plus d'une brebis galeuse s'était glissée dans les rangs des apôtres bourgeois, et les avait discrédités, en exploitant du même coup la peuple et la bourgeois. Alors, il semblait aux gens de bonne foi que la bourgeoisie était condamnée, qu'elle ne pouvait qu'infecter le peuple, et que le peuple devait à tout prix se libérer d'elle, faire pouchemin tout seul. Il restait donc sans autre action possible que d'annoncer un mouvement qui s'afferait sans eux et contre eux. Les uns y trouvaient une joie de renoncement, de sympathie humaine, profonde et désintéressée, qui se nourrit de son sacrifice.
Aimer, se donner. La jeunesse est si riche de son propre fond qu'elle peut s'appasser d'être payée de retour, elle ne craint pas de rester dépourvue. D'autres, satisfaisaient-la un plaisir. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.